Quand la première lumière se répandit sur l'horizon du Kruger, le ciel était déjà meurtri par le souvenir de l'orage qui avait déferlé dans la nuit. Des nuages sombres s'accrochaient encore aux collines lointaines, mais le pire était passé, laissant derrière lui un monde lavé de frais. Les acacias scintillaient de gouttes de pluie, et l'herbe longue, alourdie d'eau, s'inclinait sous le poids de l'aube. L'air était frais et vif, chargé de l'odeur de terre mouillée et de sauge sauvage écrasée. Sur la véranda d'un petit poste de rangers usé par les intempéries, Denis Moreau enroula ses mains autour d'une tasse ébréchée, en émail de café, et observa la savane s'éveiller lentement. À 61 ans, Denis bougeait, avec le soin délibéré d'un homme qui avait vécu plusieurs vies dans un seul corps. Des rides profondes encadrèrent ses yeux, creusés par le soleil, l'inquiétude et des rires qu'il partageait rarement. Ses cheveux avaient empris la grise des os secs d'éléphant. Son dos se raidissait les matins tôt, mais une vigilance inébranlable l'habitait, une intensité tranquille. Il avait passé plus de 3 décennies à arpenter ces terres, regardant lions, léopards et éléphants vivre leurs histoires sous un soleil qui ne se fatiguait jamais. Cet endroit l'avait revendiqué. Il avait pris sa peur d'être seul et l'avait remplacée par une autre forme de compagnie. La présence silencieuse et puissante d'animaux sauvages qui ne faisaient aucune promesse et ne disaient aucun mensonge. Les lions, surtout, étaient devenus comme une famille pour lui. Il connaissait leurs troupes, leurs lignées, leurs manies. Il savait quelle lionne préférait les chasses en embuscade dans le lit de la rivière, quel vieux mâle aimait dormir sur la même termitière chaque hiver. Il connaissait le son de leurs rugissements, comme certains hommes connaissent les voix de leurs voisins. Il but une lente gorgée de café et ferma les yeux un instant, écoutant. Au loin, au-delà des mopanes, des hyènes glapirent, un cœur chaotique qui s'estompait alors qu'elles regagnaient leur tanière après une nuit de charognage. Un francolin cria sèchement depuis les buissons. Plus près, un zèbre renacla, suivi du martèlement doux des sabots. Puis, faible, presque perdu sous l'herbe qui soupirait, vint un autre son, un grondement bas et palpitant, un rugissement de lion, mais pas la proclamation pleine et déchirante qui roule sur les plaines la nuit. Celui-ci était plus court, tendu, brisé sur les bords, une lionne. Les yeux de Denis s'ouvrirent d'un coup. Il tourna la tête, écoutant. Le voilà encore, plus faible, mais indubitable. Une lionne appelant depuis quelque part près de l'ancienne crête des Maroulas au sud. Il jeta un œil à l'horloge ancienne boulonnée au mur du poste. Sa patrouille n'était pas censée commencer avant 1 heure, mais son corps bougeait déjà avant que la pensée ne se forme pleinement. Il posa la tasse, attrapa ses jumelles, sa radio, sa trousse de premiers secours et la petite mallette métallique de matériel vétérinaire qu'il gardait non prête. Il ne s'arrêta qu'une fois, la main posée brièvement sur le chambranle de la porte. Des orages comme celui de la nuit dernière pouvaient abattre des arbres, inonder les lits de rivière, séparer les petits de leur mère. Il laissait tout un peu plus fragile, un peu plus sur le qui-vive. Il sortit dans l'humidité matinale et marcha jusqu'au Land Cruiser, sa peinture délavée par d'innombrables saisons. Le moteur toussa, puis se cala dans un grondement familier. Tandis que le véhicule s'éloignait du poste, il sentit ce vieux frémissement aigre-doux dans sa poitrine, le sentiment que quelque chose allait changer et que la terre l'avait choisi pour en être témoin. Le rugissement revint, plus fort maintenant qu'il se dirigeait vers le sud. Il connaissait la lionne qui fréquentait cette zone. Tout le monde au poste la connaissait. Elle venait de la troupe Ndlovu,
Une femelle puissante, au pelage fauve, d'une teinte plus pâle que la plupart, comme si le soleil l'avait décolorée. Une petite encoche à son oreille gauche la rendait facile à identifier. Au fil des ans, Denis l'avait vue élever 3 portées, perdre des lionceaux à cause de la sécheresse, des hyènes et d'un mâle rival, et pourtant, elle tenait bon. Il avait un nom pour elle, qu'il gardait pour lui, Amélie, la belle. Il gravit la montée de la crête des Maroulas alors que le soleil perçait pleinement l'horizon, répandant de l'or sur le monde. Il arrêta le véhicule, coupa le moteur et laissa le silence s'installer. La terre s'étendait devant lui, ondulante, verte par plaques où l'eau persistait, broussailleuse et brune, ailleurs. Au loin, une ligne d'éléphants avançait lentement, comme des pierres grises dérivant sur une mer d'herbe. Plus près, un petit troupeau d'impalas broutait nerveusement, les oreilles frétillantes. Puis il la vit. Amélie gisait dans une dépression peu profonde, près d'un amas de rochers, à moitié caché par l'herbe, ses flancs se soulevant. Même de loin, il voyait la tension dans son corps, la crispation autour de sa bouche. Elle bougea, grimaça, bougea encore. Il leva les jumelles, ses flancs ondulaient de contraction. Elle était en train de mettre bas. Un pincement d'émerveillement et d'inquiétude le traversa. Il avait vu des lions accoucher auparavant, mais toujours de loin. Un aperçu distant d'une lionne s'éclipsant vers une tanière secrète. Un lionceau flou apparaissant des semaines plus tard, à ses talons. La mise base était leur moment le plus gardé, vulnérable, instinctif, farouchement privé. Le fait qu'elle soit là, à découvert, en difficulté, ce n'était pas normal. « Allez, ma belle », murmura-t-il dans son souffle. « Tu devrais être cachée dans un fourré, pas allongée là où les vautours peuvent te voir. » Son rugissement fendit l'air matinal, cru et douloureux. Il la vit pousser, le corps tendu, les griffes labourant le sol. Rien. Une conscience froide et précise s'installa en lui. Une vie d'expérience passa au crible la scène devant lui et se rassembla en une conclusion claire. Quelque chose n'allait pas. Un lionceau mal positionné, l'épuisement, une complication qu'il ne pouvait nommer mais qu'il sentait dans ses os. L'espace d'un instant, une vieille peur effleura son cœur. Des années plus tôt, il avait vu une autre lionne, jeune, inexpérimentée, lutter dans un accouchement difficile. Il avait été trop loin, trop tard. Quand lui et le vétérinaire étaient arrivés, la lionne était morte, son lionceau mort-né à ses côtés. Il était resté là dans la lumière poussiéreuse de la fin d'après-midi, une colère impuissante rugissant en lui, sentant qu'il avait échoué à quelque chose de plus grand que lui. Pas encore, pensa-t-il maintenant. Pas celle-ci, pas Amélie. Il activa sa radio. « Base, ici Denis, » dit-il. « J'ai une lionne en détresse près de la crête des Maroulas. Je crois qu'elle est en train de mettre bas et quelque chose cloche. J'ai besoin de l'équipe vétérinaire ici le plus vite possible. » La réponse crépita. « Bien reçu, Denis. On arrive. 30 minutes. Peut-être 40. » Il fit le calcul dans sa tête. 30 minutes pouvaient être une éternité. Il tourna la clé à nouveau et fit rouler lentement le véhicule plus près, veillant à garder une distance respectueuse. Il ne voulait pas l'effrayer, ne voulait pas ajouter de stress. Il s'arrêta à environ 40 mètres et coupa le moteur. Amélie leva la tête, les yeux brûlants fixés sur le véhicule. Ses lèvres se retroussèrent légèrement, découvrant les dents dans un grondement d'avertissement doux. Son corps se tendit, puis une vague de douleur la frappa et elle laissa retomber sa tête au sol, haletant lourdement. Le gazon autour d'elle était aplati et taché de sombre là où ses os s'étaient rompus. Il pouvait voir une petite protubérance sous sa queue
quelque chose de pâle, luisant. Un lionceau, coincé dans le canal de naissance. Il sentit sa gorge se serrer. Il resta assis là un long moment, les mains agrippant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Chaque manuel de formation, chaque protocole hurlait de rester dans le véhicule, d'attendre le vétérinaire, de laisser la nature suivre son cours quand on ne pouvait pas suivre. Mais une autre voix s'éleva en lui, qui n'appartenait pas au manuel. Elle ressemblait à sa mère, disparue depuis longtemps, lui disant enfant que le courage n'était pas l'absence de peur, mais faire ce qui devait être fait malgré elle. Ses yeux revinrent à Amélie. Elle essaya de pousser encore, les muscles ondulants, un gémissement d'effort arraché de sa gorge. Son corps tremblait. Rien. Il prit sa décision. Il inspira profondément, sortit du Land Cruiser et contourna l'arrière pour récupérer la mallette vétérinaire argentée. Ses mains bougèrent vite, presque par mémoire musculaire, gants, lubrifiants, une petite dose de sédatif qu'ils utilisaient parfois pour les mises bas d'urgence sur le terrain, linge stérile. Il savait que c'était de la folie. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester assis à la regarder souffrir, sachant qu'il aurait peut-être pu faire une différence. Il se mit à marcher vers elle. Chaque pas semblait en valoir 3. Le monde se réduisit au bruit de ses bottes dans la terre humide et au rythme dur et piquant de son cœur. L'air sentait la pluie, le lion et le fer. La tête d'Amélie se redressa d'un coup quand il approcha. Ses oreilles s'aplatirent. Un grondement profond roula de sa poitrine, vibrant l'air entre eux. « Doucement, ma belle, murmura-t-il. C'est moi, c'est Denis. » C'était idiot à dire. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle le connaissait. Au fil des ans, il l'avait observé depuis le véhicule, toujours respectueux, toujours laissant de l'espace. Il s'était assis en silence, tandis que ses lionceaux jouaient sur la route à quelques mètres. Il avait coupé son moteur et attendu patiemment qu'elle mène sa troupe devant. Il ne l'avait jamais poursuivie, jamais harcelée, jamais forcée à bouger. Elle connaissait son odeur, sa silhouette, le son de sa voix portée par le vent. Il s'arrêta à environ 10 mètres et s'abaissa lentement sur les genoux, se faisant plus petit, moins menaçant. Il garda les yeux sur elle, mais pas dans un regard direct et provocateur. Son grondement s'apaisa en un halètement profond et irrégulier. Quand la contraction suivante la saisit, sa tête retomba et elle se concentra entièrement sur la douleur, sur la tâche impossible d'amener la vie à travers un corps qui la trahissait. Il avança encore, 5 mètres, 3. Il sentait maintenant son souffle, chaud et aigre sur sa peau quand le vent changeait. Ses yeux se posèrent sur lui, une fois, interrogateurs, voilés de douleur. Elle était trop épuisée pour se lever, trop absorbée pour attaquer. Il atteignit son flanc et s'arrêta. La voilà, une lionne adulte, muscles tremblants, griffes labourant le sol. La fourrure le long de son échine frémissait à chaque vague d'agonie. Sa queue fouetta faiblement, puis s'immobilisa. « Doucement, murmura-t-il encore. Doucement, Amélie. Laisse-moi t'aider. » Il se déplaça derrière elle avec un soin infini, surveillant ses oreilles pour tout signe d'avertissement. De près, il pouvait voir les pattes arrière du lionceau, qui dépassaient, lisses et molles, le petit corps coincé par le siège. Il déglutit difficilement. Il enfila les gants, enduisit ses mains, et avec un souffle qui ressemblait à une prière, posa ses doigts doucement autour des petites pattes. Le lionceau était encore vivant. Il le sentit, un faible coup instinctif contre sa prise. Il travailla avec soin, évitant les tiraillements brusques qui pourraient blesser la mère ou le petit, synchronisant ses efforts avec ses contractions.
Il ajouta une traction douce, encourageant, facilitant, suppliant en silence, muscles, os et destin. Amélie grogna, un son plein de frustration et de fatigue. Son corps poussa vers le bas. Denis tira, lentement et régulièrement. Le lionceau bougea. Un peu plus, un peu plus. « Allez, petit », murmura-t-il. Le monde autour de lui disparut, réduit à rien d'autre que ses mains et ce petit corps, glissant, et la lionne, dont la vie dépendait de ces instants. « Tu y es presque. Ne t'avise pas d'abandonner maintenant. » La contraction suivante ondula à travers Amélie comme une vague qui se brise. Il tira. Le lionceau glissa libre dans ses mains. L'espace d'une fraction de battement de cœur, tout s'immobilisa. Il tenait la petite créature, un paquet de fourrure mouillée, mou et silencieux. Ses yeux étaient scellés, sa bouche relâchée. Il ne bougeait pas. Un éclair de panique le traversa. Non, non. Il essuya vite son nez et sa bouche, dégageant le liquide. Sa poitrine bougeait à peine, un faible frémissement. Il fit quelque chose qu'il avait fait auparavant avec des antilopes, des poulains de zèbres, des marcassins. Il prit le lionceau dans ses mains et le frotta doucement mais fermement le long des côtes, stimulant ses poumons, l'incitant à respirer. « Allez » murmura-t-il, la voix tremblante maintenant. « Allez, petit lion, respire. » Pendant un moment terrible et étiré, il ne le fit pas. Puis, d'un seul coup, sa petite poitrine se souleva. Un couinement fin et rauque jaillit de sa bouche. Denis sentit le rire, le soulagement, et quelque chose comme des larmes inonder sa gorge d'un seul coup. Il posa vite le lionceau, près du ventre d'Amélie, les mains tremblantes. Elle leva la tête avec effort, les yeux étonnamment clairs malgré l'épuisement. Elle renifla la petite créature qui se tortillait, puis émit un son bas et grondant, doux, presque un ronronnement. Elle attira le lionceau plus près avec sa patte et commença à le lécher, langue rugueuse râpée sur sa tête et son dos, le stimulant davantage, le revendiquant. Il s'assit sur ses talons, soudain conscient de ses jambes tremblantes, de la sueur coulant sur son visage malgré l'air frais. Il observa la mère et l'enfant pendant plusieurs battements de cœur, la poitrine si pleine que ça faisait presque mal. La radio à sa ceinture crépita, le faisant sursauter. « Denis, on est à quelques minutes », vint la voix du vétérinaire. « Comment va la lionne ?» Il manqua de rire devant la simplicité absurde de la question. « Elle est... » Il la regarda, encore, léchant le lionceau, avec une concentration farouche et tendre. « Elle est mère, » dit-il doucement, « et elle est vivante. Mais je veux quand même que vous veniez la vérifier. Elle est épuisée. » Il se leva avec précaution, reculant, les sens encore aiguisés, sachant qu'une lionne avec un nouveau-né pouvait devenir dangereuse en un instant. Même une qui venait de permettre à un humain de la toucher, à son moment le plus vulnérable. Il atteignit le véhicule, juste au moment où il entendit quelque chose qui glaça son sang. Un rugissement, pas un rugissement tendu et épuisé comme celui d'Amélie. Un rugissement plein, retentissant, territorial, assez profond et résonnant pour vibrer dans sa poitrine. Un mâle. Denis se tourna lentement vers le son. De l'autre côté de la crête, émergeant à travers les mopanes rabougries, marchait un lion dont la présence semblait traîner l'horizon avec lui. Il était massif, épaules épaisses, crinière sombre et lourde, striée d'or et de noir. Ses pattes tombaient, avec la certitude pesante d'une créature qui connaissait sa force et sa revendication. Ses yeux balayèrent la terre, puis se fixèrent sur la scène devant lui. Le Land Cruiser, l'homme debout à côté, la lionne au sol, le lionceau nouveau-né. Sa lèvre se retroussa. Le tournant sauvage de l'histoire commença là.
C'était l'un des mâles dominants de la région, un lion connu des Rangers sous le nom de Quentin. Des années plus tôt, il s'était frayé un chemin dans le territoire de la troupe, chassant les mâles plus âgés et, comme les lions le font parfois, tuant les lionceaux, qui n'étaient pas les siens pour ramener les lionnes en œstrus. Il était à la fois nécessaire et terrifiant. Et maintenant, il marchait droit vers eux. L'esprit de Denis s'emballa. Les mâles lions restaient souvent éloignés des tanières de Misbah. Mais les complications changeaient tout. L'odeur du sang, le rugissement d'une lionne en travail, la présence d'un humain, tout pouvait être interprété comme un défi, une menace, quelque chose à réaffirmer, à contrôler. Si Quentin décidait que ce lionceau était faible, défectueux ou simplement un obstacle, il pourrait le tuer. S'il décidait que la scène étrange avec l'humain était inacceptable, il pourrait attaquer Denis aussi. La partie rationnelle du cerveau de Denis lui hurlait de battre en retraite dans le véhicule, de fermer la porte, d'attendre. Mais une autre partie, plus profonde, plus calme, gardait ses pieds plantés. Il ne pouvait pas laisser Amélie allongée là, à peine capable de se tenir debout, avec un lionceau nouveau-né à son ventre et un mâle approchant dont les intentions étaient inconnues. Il se trouva à faire un pas légèrement de côté, positionnant son corps non entre Quentin et le lionceau. Ce serait futile. Mais entre Quentin et le Land Cruiser ou l'équipe, vétérinaire arriverait bientôt. Tandis que Quentin approchait, un souvenir tremblant surgit sans invitation dans l'esprit de Denis. Un jeune mâle lion maigre et galeux, trouvé des années plus tôt, errant seul près du lit de la rivière, abandonné par sa mère, trop faible pour chasser, à moitié aveugle d'une infection. Les Rangers avaient débattu de ce qu'il fallait faire. La nature était dure. L'intervention pouvait perturber l'équilibre, mais l'état du lionceau était critique. Au final, Denis avait pris la décision. Ils avaient tranquillisé le jeune malade, traité ses yeux, nettoyé sa peau suintante, lui avaient donné des fluides et des médicaments. Pendant des semaines, ils l'avaient surveillé de loin, s'assurant qu'il mangeait la nourriture qu'il laissait au bord des buissons, veillant à ne pas l'apprivoiser, seulement à lui donner une chance de survie. Le lionceau avait survécu, grandi, disparu dans les recoins plus profonds de la réserve. 1 an plus tard, Denis l'avait revu, plus fort, plus élancé, yeux clairs. Une petite zone où la crinière pousserait un jour portait une fine ligne de cicatrice d'un collier de suivi qui avait été retiré. Le jeune mâle l'avait observé depuis un affleurement rocheux au crépuscule, puis s'était détourné. Ce jeune mâle était devenu Quentin. Se souvenait-il? Pouvait-il? Denis ne savait pas. Maintenant, Quentin s'arrêta à environ 20 mètres, sa crinière remuant dans la brise comme un halo sombre. Ses yeux ambres passèrent de la lionne au lionceau à l'humain. Il émit un grondement bas et roulant qui vibra dans le sol. Amélie bougea, levant la tête, lèvres retroussées en un grognement d'avertissement. Elle n'était pas en état de se battre, mais un instinct primal s'embrasa en elle quand même. Le lionceau couina doucement, se pressant plus près de son ventre. L'air semblait épais, fragile, comme si toute la savane retenait son souffle. « Quentin !» dit doucement Denis, se surprenant à prononcer le nom à voix haute. Sa voix était stable, bien que son cœur martèle contre ses côtes. « Doucement, mon grand. » Le grand mâle lion fit quelques pas de plus, réduisant la distance. Il était énorme de près, muscles et puissance, et cicatrices qui lisaient comme une histoire de bataille gagnée. Son regard se posa sur Denis, et l'espace d'un moment, le monde se réduisit à l'espace entre l'homme et le lion. Quelque chose vacilla là. Reconnaissance, curiosité. La tête de Quentin s'inclina légèrement. Ses oreilles,
frétillèrent. Il fit un autre pas, lent et délibéré, pas pressé d'attaquer, mais irradiant une tension qui pouvait claquer dans n'importe quelle direction. Denis garda une posture calme, épaules relâchées, mains le long du corps. Il ne courut pas, ne agita pas les bras, ni ne cria. Il savait qu'il valait mieux ne pas ressembler à une proie blessée ou à un challenger arrogant. Derrière Quentin, des formes sombres planaient, à la périphérie de la vision, des hyènes, attirées par l'odeur du sang et la promesse du chaos. Leur rire portait faiblement sur le vent, aigu et laid. Les oreilles de Quentin se plaquèrent en arrière, au son. Il tourna la tête vers elle, lèvres retroussées, plus loin maintenant, dents pleinement exposées dans un grognement puissant. Les hyènes hésitèrent, puis quelque chose de sauvage se produisit. Quentin bougea, non vers le lionceau sans défense, non vers la lionne épuisée, non vers l'humain vulnérable debout stupidement prêt, mais vers les hyènes, avec un rugissement qui semblait déchirer l'air. Il chargea. La poussière explosa sous ses pattes, sa crinière coula derrière lui. Les hyènes se dispersèrent, glapissant, trébuchant les unes sur les autres dans leur bousculade pour échapper à la fureur qui s'était tournée contre elles. Il les poursuivit assez loin pour envoyer un message clair, puis ralentit, se retournant, la queue fouettant. Denis resta figé, osant à peine respirer. Quentin revint vers eux, son attitude changée. Il passa à quelques mètres de Denis, les yeux glissant sur lui comme une vague. Pas de panique, pas d'agression, seulement une intelligence profonde et évaluatrice. L'espace d'une brève seconde, alors qu'il passait, son regard ambre rencontra pleinement celui du rangeur. À cet instant, l'esprit de Denis se remplit d'un souvenir d'un jeune lion, à moitié affamé, clignant des yeux contre la douleur, tandis que des mains humaines le touchaient doucement, apaisant la piqûre, ramenant eau et vie en lui. Quentin voyait-il la même chose? Un écho enfoui de ce temps ondulait-il dans son esprit? Il n'y avait pas moyen de savoir, mais le grand mal ne chargea pas. Il ne rugit pas contre Denis. Il tourna simplement sa massive tête vers Amélie et le lionceau nouveau-né. Il approcha lentement, la tension dans son corps se levant à nouveau, mais différemment maintenant. Curiosité, peut-être. Prudence. Amélie grogna d'avertissement, oreilles plaquées. Elle était déchirée entre l'épuisement et l'instinct de garder la petite vie à ses côtés. Quentin s'arrêta juste avant elle, son nez travaillant l'air. Il se pencha, reniflant le lionceau, inhalant l'odeur de sang et de lait et de nouveauté. L'espace d'un battement de cœur, l'estomac de Denis se noua, chaque muscle en lui prêt à assister à une tragédie qu'il ne pouvait arrêter. Quentin baissa la tête plus bas. Le lionceau, aveugle et minuscule, couina encore, un son doux et perdu. Quelque chose dans les yeux du grand mâle s'adoucit. Sa langue sortit une fois, puis encore, râpant doucement sur le dos du lionceau. Le grognement d'Amélie mourut dans sa gorge. Denis expira tremblant, ne réalisant qu'il avait retenu son souffle qu'à cet instant. Quentin donna un dernier léchage doux, puis s'installa à leur côté, pas sur le lionceau, pas bloquant Amélie, mais assez près pour que son énorme corps les protège partiellement de la terre ouverte. Il gisait là comme un mur vivant, crinière étalée sur ses épaules, yeux mi-clos mais vigilants. Gardien, protecteur, pas tueur. Le tournant sauvage que l'histoire avait menacé de prendre se tordit à nouveau, loin de la violence, vers quelque chose d'autre entièrement. Le camion vétérinaire arriva pour trouver Denis, debout à une courte distance, mains encore tremblantes, yeux humides. Aurore, la vétérinaire, descendit, jeta un regard à la scène et se figea. Le spectacle était surréal,
une lionne épuisée avec un lionceau nouveau-né niché à son ventre. À ses côtés, un mâle dominant lion allongé calmement, son corps incliné protectivement vers la savane ouverte. Des hyènes s'éloignant furtivement au bord, et un rangé humain, debout comme une sentinelle tranquille, assez près pour sentir leur souffle quand le vent changeait. Ils n'osèrent pas l'approcher maintenant. Toute tentative de tranquilliser l'un ou l'autre lion pourrait perturber l'équilibre délicat du moment et risquer le lionceau. Ils observèrent donc de loin, jumelles stables, radio silencieuse. Les heures passèrent, le soleil monta, puis s'adoucit. Amélie, sous le regard vigilant de Quentin, reprit un peu de force. Elle bougea, guidant le lionceau vers ses mamelles, lui permettant de s'accrocher et de téter. Le petit corps du lion tremblait de vie, sa queue frétillant occasionnellement comme un fin fil doré. Quentin resta près, se levant seulement pour chasser un vautour audacieux qui atterrit trop près, ou pour affronter les hyènes tournoyantes jusqu'à ce qu'elles abandonnent enfin et s'estompent dans les buissons. Il ne défia pas le lionceau. Il ne menaça pas Amélie. Il resta comme un roi gardant son trésor le plus petit et le plus fragile. Des jours plus tard, quand Denis revint les vérifier, les trois étaient partis. Mais les traces racontèrent le reste de l'histoire. Grandes empreintes de mâles, empreintes de femelles, plus légères à côté, petites empreintes de lionceaux chancelantes, tissant entre elles. Il les suivit à distance, assez loin pour ne pas déranger, assez près pour se rassurer. Il les revit des semaines plus tard au crépuscule. Amélie assise dans l'herbe longue, le lionceau blotti entre ses pattes avant. Quentin se tenait à une courte distance, scrutant l'horizon, sa crinière luisant cuivrée dans la lumière descendante. À un moment, le lionceau trottina maladroitement vers lui, battant sa queue. Quentin se tourna, baissa la tête et poussa doucement le petit corps vers Amélie, comme reconnaissant à la fois son rôle et ses limites. Les années avancèrent. Le lionceau grandit. Il devint un mâle subadulte, crinière commençant à pousser, pattes trop grandes pour son corps. Il s'exerçait à bondir sur des ombres, à chasser des papillons, à traquer la queue de sa mère. Il avait une fine strie pâle sur le dos, le rappel privé de Denis de l'endroit où des mains humaines avaient lissé sa fourrure dans ses premières secondes de vie. Denis le regarda à travers orages et sécheresses, territoires changeants, et le lent vieillissement de Quentin et Amélie. Il sentait son propre corps vieillir aussi. Monter dans le Land Cruiser faisait plus mal à ses genoux chaque saison. Les longues marches le laissaient respirant plus fort, s'appuyant sur son fusil, non comme arme, mais comme canne. Les jeunes rangers le taquinaient doucement, l'appelaient Umkulu, grand-père. Ça ne le dérangeait pas. Il avait vécu assez longtemps pour voir des miracles, et c'était plus que beaucoup ne pouvaient dire. Un soir, bien avancé dans la saison sèche, le ciel prit la couleur des braises alors que le soleil coulait derrière les arbres épineux. La poussière flottait dans l'air comme de la fumée fantôme. Denis était assis sur le capot du véhicule garé, regardant la savane passer de l'or, au pastel, au bleu de la nuit approchante. Au loin, il vit du mouvement. Une troupe de lions entra en vue, forme sombre contre la lumière déclinante. Il reconnut Amélie immédiatement, plus âgée maintenant, mouvement plus lent, mais se tenant encore avec une autorité tranquille. À ses côtés marchait le jeune mâle, maintenant presque adulte, crinière s'épaississant autour de son cou. Quentin suivait derrière, ses propres pas plus lents, ses yeux encore clairs. Ils s'arrêtèrent à une légère montée. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Denis glissa du capot et fit quelques pas devant le véhicule, debout seul à découvert.
Les lions remarquèrent. La tête du jeune mâle se leva. Les oreilles d'Amélie frétillèrent. La queue de Quentin ondula. Aucun ne bougea vers lui. Au lieu de cela, quelque chose d'inexprimable passa entre eux, une reconnaissance d'une histoire qu'ils avaient écrite, ensemble, sans langage. Une lionne qui avait permis à un homme de la toucher pendant qu'elle mettait bas. Un lionceau né dans ses mains, frotté à la vie par ses doigts tremblants. Un mâle lion qui avait choisi de protéger au lieu de détruire, de s'allonger entre les menaces et la fragile nouvelle vie à ses pattes. L'espace d'un bref moment, tandis que le vent portait l'odeur d'herbe et de poussière, et de lion jusqu'à lui. Denis sentit comme si tout le monde sauvage respirait avec lui. Le jeune mâle, sa crinière commençant maintenant à encadrer son visage avec la promesse d'une future dominance, leva la tête et lâcha un rugissement. Il n'était pas aussi profond que celui de Quentin encore, pas aussi roulant, mais il avait une note claire et forte qui portait sur la terre. Un salut, une déclaration d'existence, de place, de lignée. Denis sentit le son vibrer à travers ses côtes, à travers ses souvenirs, à travers la douleur tranquille dans ses articulations. Il sourit, un petit sourire privé qui approfondit les plis autour de ses yeux. « Salut, petit », murmura-t-il, bien que le lion ne soit maintenant plus du tout petit. « Tu t'en es bien sorti. » La troupe avança, disparaissant dans les ombres allongées, se dirigeant vers quel que soit le destin que les cycles perpétuels de la vie leur réservèrent. Des années plus tard, quand Denis avait enfin pris sa retraite des patrouilles à plein temps et passait plus de matins sur la véranda du poste de rangers que sur le terrain, il entendait encore parfois un rugissement sur le vent. Parfois il était distant, un tonnerre profond de lion qu'il ne connaissait plus de vue. Parfois, cependant, c'était une voix qu'il reconnaissait inconsciemment, le fils d'Amélie, debout peut-être sur la même crête où il était né, levant la tête pour envoyer sa présence à travers les plaines. Ces matins-là, Denis fermait les yeux et revoyait le lionceau glissant et silencieux dans ses mains, la lionne épuisée, le mâle approchant, les hyènes furtives au bord, la façon dont l'histoire aurait pu se briser en tragédie et ne l'avait pas fait. Il ressentait à nouveau l'émerveillement de réaliser que la bonté, une fois offerte, ondulait parfois de façon qu'on ne pouvait prédire, d'un lionceau malade et galeux qui gisait autrefois, à moitié aveugle dans la poussière, à un mâle lion dominant, tournant sa fureur contre des hyènes au lieu d'un nouveau-né, à un petit corps immobile, apprenant à respirer sous des mains humaines, stables, à un rugissement de jeune lion des années plus tard, écho de gratitude dans une langue plus ancienne que les mots. Au final, le tournant sauvage de l'histoire n'était pas seulement qu'un homme avait aidé une lionne à mettre bas son lionceau et avait survécu à l'arrivée du mal. C'était que, pour un bref et fragile moment dans la longue histoire de cette terre ancienne, lions et humains s'étaient tenus du même côté, non comme maîtres et sujets, non comme ennemis et obstacles, mais comme famille, chacun essayant à sa manière de protéger la même petite chose précieuse, la vie elle-même.